Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 3 décembre 2016. Retenez d'abord que vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition un entretien que nous a accordé le président du comité de pilotage pour l'Afrique de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez. C'est une coalition d'organisation de la société civile sur la transparence et la bonne gestion des industries extractives. Le Tchadien Gilbert Maou-Donodji est en effet en visite au travail dans notre pays. Rendez-vous donc à la fin de cette édition pour suivre l'entretien qu'il nous a accordé. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2016 de l'Assemblée nationale ont pris fin ce matin. La matière principale de cette session qui s'achève était donc le projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2017, un projet qui a été voté et le montant du budget équilibré en recettes plutôt et en dépenses est équilibré à un peu plus de 1800 milliards de nos francs CFA. La cérémonie de clôture de cette session a eu lieu ce matin au palais de congrès de Niamey. Elle nous est résumée par nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Après une soixantaine de jours de travaux, les députés nationaux sont arrivés au terme de la deuxième session ordinaire dite budgétaire, d'où la présente cérémonie solennelle. Une cérémonie au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale a bien voulu rappeler la loi des finances adoptée durant cette session et leurs attentes. Nous sommes milliards, je l'espère, permettra à l'État de remplir les obligations financières qui sont les siennes, tout en préservant les équilibres nécessaires à une croissance soutenue de notre économie. Cependant, comme l'Assemblée nationale a toujours eu à l'affirmer, un budget n'est réellement sincère que par l'exécution rationnelle qui en découle. En la matière, la rationalité commence d'abord par l'efficacité de la mobilisation des recettes. C'est pourquoi, au-delà des régies financières, il faut en appeler au sens du civisme de l'ensemble de nos compatriotes qui doivent se persuader que le respect de la loi fiscale est un impératif citoyen, voire religieux. Il s'est aussi longuement appesanti sur la lutte contre la corruption, mais également au respect de la loi et de l'état de droit. Les élus nationaux ont décidé de donner le bon exemple aux concitoyens. C'est ainsi qu'à travers les groupes parlementaires, tous bords confondus, elle a décidé, à l'unanimité de ses membres, de travailler à défendre les bases fondamentales de notre nation. Il s'agit de l'unité nationale, de la République, de la démocratie et de l'état de droit. Pour ce faire, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hémicycle, les 171 députés, représentants de la nation, s'engagent tous ensemble à cultiver la fraternité, la solidarité et l'esprit de civisme, sans renier leurs différences d'opinion. Leur vœu le plus sincère est de voir nos compatriotes s'inspirer de leur exemple pour s'élever en toutes circonstances au-dessus des passions pour défendre la cohésion nationale. Un bel exemple, même si par ailleurs, pour l'opposition parlementaire, le bureau de l'Assemblée nationale n'a durant tous ses travaux pas daigné se préoccuper de la situation de droits de l'heure croupissant encore dans les geôles du pays. Pour les autres élus nationaux, c'est avec un sentiment d'avoir bien accompli leur mission qu'ils prennent congé de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour une durée de près de 3 mois. Voilà, juste avant cette cérémonie de clôture de la session ordinaire, la deuxième du genre donc de l'Assemblée nationale, il y avait une plénière toujours au niveau du palais des congrès de Niamey. Elle était consacrée à la présentation par le président de la Commission nationale des droits humains de la situation justement des droits humains dans notre pays. C'est une exigence réglementaire qui a donc été ainsi bouclé au niveau de la représentation nationale. Le résumé de cette présentation de la situation des droits humains au Niger avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Par ce acte, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'acquitte d'un devoir constitutionnel l'obligeant à présenter devant la représentation nationale le rapport sur la situation des droits de l'homme au Niger. Ainsi, professeur Khalid Ikiri a, durant plus d'une demi-heure d'horloge, brossé la situation tant sécuritaire dans différentes régions du pays portant atteinte au droit à la vie que d'autres aspects de droits humains.
Au regard de ce rapport de la Commission nationale des droits de l'homme, beaucoup de défis restent à relever pour le Niger, d'où les recommandations de cette Commission nationale. Recommandations relatives au libre exercice des droits constitutionnels. Les restrictions systématiques d'un droit appellent très souvent à des frustrations. C'est pourquoi les autorités administratives concernées doivent tout mettre en œuvre afin de concilier le principe du respect de l'ordre public avec le libre exercice de ces droits. Recommandations relatives au droit à l'éducation. La CNDH recommande au gouvernement d'accélérer la construction des classes en matière d'effectifs sur l'étendue du territoire national, assurer le paiement régulier du pécule des enseignants contractuels et appelés du service civique national, doter les universités d'une loi de programmation et d'un budget de fonctionnement conséquent. Recommandations relatives au droit à l'accès aux soins de santé publique. La CNDH recommande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour, d'une part, réduire les frais afférents aux soins de santé et, d'autre part, favoriser le maintien du personnel et leur redéploiement sur l'ensemble du pays à travers des mesures incitatives. Au-delà de ces recommandations, la Commission nationale des droits de l'homme lance également un vibrant appel à tous les niveaux. La CNDH demande au gouvernement et au Parlement de lui assurer une plus grande autonomie financière conformément aux principes de Paris pour accomplir convenablement sa mission constitutionnelle de protection et de promotion des droits humains. Appel relatif à l'appui des partenaires techniques et financiers, la CNDH demande aux partenaires au développement de soutenir davantage le Niger dans sa lutte contre la pauvreté en vue de l'atteinte optimale des objectifs du développement durable. La CNDH demande au peuple nigérien de se mobiliser davantage pour la sauvegarde de la paix, la cohésion sociale, la sécurité, l'unité nationale et invite chaque citoyen et chaque citoyenne à se comporter pour se faire en tout lieu et en tout temps en sentinelle vigilante de la République. Il appartient désormais à tous ceux ayant fait l'objet d'interpellations de la part de la Commission nationale des droits de l'homme de prendre au sérieux celle-ci pour un plein épanouissement des filles et fils du Niger. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même. Il s'agit donc bien d'une exigence constitutionnelle à laquelle donc le président de la Commission nationale des droits humains a consacré donc ce matin en présentant le rapport sur la situation des droits humains dans notre pays devant la représentation nationale. Nous sommes aujourd'hui donc 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées, une journée instituée pour rappeler au monde entier que partout dans le monde, des centaines de milliers de personnes handicapées sont généralement moins en bonne santé, ont un niveau d'instruction moins élevé et moins de possibilités d'emploi et connaissent le taux de pauvreté les plus élevés que les personnes valides. Malgré cette vie difficile donc qu'elles mènent, les personnes handicapées sont heureusement soutenues par des structures humanitaires telles que le CICR. Vous allez le voir dans ce reportage. Avant de suivre également un commentaire justement sur l'appui que le CICR et des organisations donc humanitaires apportent aux personnes handicapées. Vous allez donc suivre dans cet élément qui va suivre une personne handicapée qui a donc été soutenu justement par le CICR. Il s'agit d'un jeune Nigérien qui a perdu à l'âge de 13 ans son bras alors qu'il voulait lancer donc une grenade au niveau de la région de Difa où sévit la secte islamiste Boko Haram. Je propose donc de suivre ce jeune Nigérien qui a perdu à l'âge de 13 ans son bras en voulant lancer une grenade dans la région de Difa et qui est par la suite devenu, après donc l'appui du CICR, un athlète. Haka ne ya watsi da ni kurin ina tasowa sai na ga babu komai a hannuna kurin sai jijiya guda biyu take yawo.
To gaskiya dai da ya ji ciwon wannan gaskiya mun yi bakin cikin shi sosai, muna cikin bakin ciki. Tunda yaro ne tabarkalla mai kuzari. Komai yake yi. Kuma Allah ya jarabce shi da wannan abin. Jarabta ce dai ta Ubangiji. En tant que parents, nous sommes tous. Moi, je l'ai vu comme il est mort. In ba da dalilin shi ba zai tafi ba, kenan komai lamari duka na Ubangiji ne. Mun yi ji daɗi, mun yi farin ciki da ƙasar mu ta Nijar ya hudda ta da ya zo Shiziyar, ya zo na shidda dai alhamdulillah wata ra'a dace. In Allah yarda ina fata haka a ce ni ne in support na Nijar, amma Allah yarda fatan da nake ma Allah yarda in yi a battery squad in shi da yake sa. Voilà, vous suivrez peut-être donc dans nos prochaines éditions le commentaire sur l'appui que le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, donc apporte aux personnes handicapées. À l'occasion donc toujours de la célébration de cette journée internationale des personnes handicapées, la sous-section du premier arrondissement communal de la ville de Niamey a organisé cet après-midi au niveau donc de la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey une soirée culturelle avec à l'affiche plusieurs artistes qui ont presté le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Zakou. C'est par cette chanson dédiée aux personnes handicapées qu'a débuté les festivités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées édition 2016 pour la sous-section du premier arrondissement communal de Niamey de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Occasion saisie par le président de cette sous-section de souligner la situation difficile des personnes handicapées. J'ai saisi cette occasion pour souligner la situation difficile des personnes handicapées et leurs familles, du fait de l'insuffisance en formation professionnelle et artisanale et de guerpissement de leurs ateliers de formation et de production d'artisanat. C'est le lieu de lancer un appel aux autorités pour un traitement particulier de la situation des personnes handicapées afin de leur plan d'intégration sociale. La sous-section du premier arrondissement communal de Niamey de l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs a reçu l'encouragement et le soutien de plusieurs personnalités. Je me suis engagé à être votre ambassadeur, à contribuer par mes forces, par mes capacités et par la mobilisation que nous pouvons faire, de faire en sorte que les personnes handicapées soient soutenues, de faire en sorte que les personnes handicapées restent des acteurs majeurs de notre développement et de notre société. Ce que nous demandons, c'est la contribution de chacun, de chacune, de l'État, pour que chacun puisse jouer son rôle. Je sais que malgré les handicaps, il y a en chacun de vous et en chacune de vous les capacités, la force, l'énergie et l'intelligence de faire ce qu'il faut pour votre propre développement et pour le développement du Niger. Donc bon courage, bonne fête et Inch'Allah, tant qu'on peut à titre individuel ou collectif, on fera du mieux pour soutenir les personnes en handicap. Sous-section du premier arrondissement des handicapés locomoteurs a réitéré sa gratitude aux autorités pour leur appui à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. À l'occasion toujours de cette journée internationale des personnes handicapées, une autre structure régionale des personnes handicapées a, elle, organisé ce matin à la devanture du stade général Seyni Kounché de Niamey, un kermesse. Il y avait également au menu une exposition des produits artisanaux fabriqués par des personnes handicapées. C'est une initiative qui est à sa première édition avec pour seul objectif de mieux contribuer à la promotion des activités des personnes handicapées qui sont à l'honneur ce jour. L'objectif visé, c'est vraiment pour promouvoir et faciliter l'écoulement des produits fabriqués par les personnes handicapées. C'est suite à ça qu'on a pu organiser cette kermesse et suivi d'exposition vente
pour montrer au peuple nigérien que les personnes handicapées fabriquent des meilleurs produits, très bons. On a mis à disposition des gens tous les produits que les personnes handicapées fabriquent, comme les chaises, les ballons, les ceintures. Les femmes font du savon liquide, le savon de gommage. Il y a plusieurs articles que les femmes handicapées fabriquent. Les personnes handicapées, une couche vulnérable de la population qui mérite le soutien de tous, d'où ce cri de cœur de l'association. Il faut de venir découvrir les produits des personnes handicapées, parce que c'est de bonne qualité. Vraiment, de venir jouer encore pour gagner beaucoup de lots. C'est l'occasion de procurer les produits fabriqués par les personnes handicapées. Acheter les produits des personnes handicapées, c'est donc contribuer à leur auto-prise en charge avec plus de dignité, d'où la nécessité de toujours les encourager. Du sport avant la partie magazine avec la tenue aujourd'hui de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nigérienne de handball. Une assemblée générale au cours de laquelle le bureau exécutif de la fédération a été renouvelé. Le résumé de cette assemblée générale avec nos reporters Sadou Doumi et Asmaou Seydou. C'est le renouvellement de l'instance dirigeante en fin de mandat de cette fédération qui est le point essentiel de cette assemblée générale élective qui a vu la participation d'un représentant du ministre en charge de la jeunesse et des sports. Voilà 4 ans déjà que notre bureau travaille pour le développement et le rayonnement du handball dans notre pays. Que du chemin parcouru. Bilan mitigé pour certains, bilan acceptable pour d'autres. À chacun son idée, à chacun son appréciation. Chose tout à fait normale. Mais une chose est claire et sûre, notre équipe a donné de l'espoir aux jeunes. Susciter beaucoup d'intérêt dans la pratique de ce sport. Renouer avec les instances dirigeantes du handball continental et mondial. Renouer avec les compétitions internationales. Former plusieurs entraîneurs et arbitres, créer plusieurs clubs en 4 ans et augmenter le nombre de licenciés. Pour nous, cela est un réel motif de satisfaction. Le chantier est énorme. La tâche est très difficile. C'est pourquoi nous pensons qu'il faille continuer le travail déjà commencé afin de capitaliser les acquis. Nous devons travailler sans relâche et avec toutes les compétences afin de ramener ce sport que nous aimons tous à ces bons moments de gloire. Ces assises nous permettront de choisir entre 2 candidatures, celle de M. Agi et celle de Hajjat Biba. Donc choisissez en toute liberté, faites le choix utile, celui qui rassure. Un vote au terme duquel Hajabiba Hassan a remporté la présidence du bureau de la fédération avec un score de 43 voix contre 51. Sans tout le monde, sans ceux qui ont été là pour moi, je ne serais pas là. Je tiens à vous remercier, à remercier ceux qui m'ont soutenu, à remercier ceux qui ont été là pour moi. Alors, il y a trop d'émotions. Je suis fière de moi-même, fière de mon équipe, fière du handball et j'espère être à la hauteur. Moi, je pense que c'est un truc triqué depuis. Parce que j'ai déjà compris que l'affaire était déjà triquée. Pour des raisons, parce que tout à l'heure j'ai demandé la parole pour que je m'exprime. Les gens veulent trop parler que je ne suis pas correct. Or, la vérité est là. Nous avons des délégués qui sont venus sur leurs frais ici. Et il y a des délégués qui ont eu des tickets par la fédération sortante et qui veulent revenir encore au pouvoir. Donc je pense qu'il n'y a pas de triste réalité ici. Il est à noter que les nouveaux membres du bureau de cette fédération nigérienne de handball sont élus pour un mandat de 4 ans. Voilà, comme promis, donc la partie magazine, elle est consacrée à un entretien accordé à la télévision Labari par le président du comité de pilotage pour l'Afrique de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez. C'est une coalition, comme je le disais, d'organisations de la société civile qui veille à la transparence dans la gestion des industries extractives. Le Tchadien Gilbert Maoudonodji est donc en visite de travail dans notre pays. C'est dans ce cadre qu'il a accordé cet entretien à la télévision Labari que je propose donc de suivre. Très bonne réception.
Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien. Ce soir, nous recevons M. Maodonogi Gilbert. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur la télévision Labari. C'est à moi de vous remercier, voilà. Surtout les téléspectateurs et téléspectatrices de Labari. Voilà. Je dois préciser que vous êtes également le président du comité Afrique de la coalition mondiale, Publiez ce que vous payez. C'est une coalition qui a une représentation au Niger également, PCQ et VP, dont le représentant au Niger est le coordonnateur du ROTAP, votre collègue et camarade Ali Idrissa. Alors, pouvez-vous d'abord nous dire dans quel cadre vous êtes au Niger en mission, Monsieur Gilbert? Ok, merci. Le Niger et le Tchad partagent beaucoup de points communs. Ce sont des pays sahéliens, ce sont des pays qui font partie de la commission du bassin du lac Tchad, de l'autorité du bassin du Niger. Et donc, même en tant que citoyen, j'ai un intérêt à venir découvrir ce pays. Mais l'objet de mon séjour ici, c'est partager les expériences avec la société civile nigérienne, mais également les acteurs étatiques impliqués sur la question de l'exploitation des ressources pétrolières et minières et surtout les impacts environnementaux et sociaux. Et donc, il y a eu un atelier de 2 jours qui a été organisé au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage avec le projet conservation de la biodiversité qui est mis en œuvre au Tchad et au Niger. Donc l'objet principal, c'est de mettre ensemble des Tchadiens et des Nigériens qui travaillent sur ces questions-là pour pouvoir partager les expériences et voir comment nouer des partenariats pour que ces expériences aident à relever ces défis communs qui concernent l'exploitation des ressources naturelles dans nos 2 pays. Avant cette rencontre, docteur, vous avez eu à organiser une rencontre importante à Sali, où on a vu des représentants de Publiez ce que vous payez de plusieurs pays africains se rencontrer pendant le mois de juillet à Dakar. Quel a été donc l'intérêt de cette rencontre que vous avez eu à organiser? Ok. Vous savez, nos pays africains riches en ressources naturelles, pendant plusieurs décennies, il y a eu l'exploitation de ces ressources-là au Tchad, au Niger, au Cameroun, au Congo, et bref, dans les différents pays d'Afrique subsaharienne. Et l'un des constats qui avait été posé il y a plus d'une dizaine d'années par des ONG de la société civile, c'était que l'exploitation de ces ressources ne profite pas aux populations, ne profite pas aux pays, parce que ces ressources sont générateurs de conflits, ces ressources sont mal gérées, ces ressources sont détournées et les revenus tirés de ces ressources sont détournés et les pays, au lieu de connaître le développement, connaissent la pauvreté. Et donc, on est arrivé à établir 2 ou 3 phénomènes qui sont connus, la malédiction des ressources, le paradoxe de l'abondance et la maladie hollandaise. C'est que la malédiction des ressources vient du fait que ces pays qui sont riches en ressources naturelles, au lieu de se développer, s'appauvrissent. Et donc, c'est fort de ce constat qu'une coalition d'ONG, environ 6 au début, basées à Londres, ont commencé à interpeller leur gouvernement en disant voilà, nous on continue à mobiliser les ressources pour l'aide publique au développement, les citoyens de nos pays, leurs impôts servent à aider et dans le même temps les revenus tirés de l'exploitation des ressources là sont placés dans des comptes des paradis fiscaux et donc nous ne comprenons pas. Et nous partons du postulat que si ces ressources avaient été gérées dans la transparence, dans la bonne gouvernance et que les citoyens ont accès à l'information concernant l'utilisation de ces ressources-là, ils pourraient demander des comptes à leurs dirigeants sur la manière dont ces ressources sont gérées. Et donc c'est à partir de ce constat que la campagne internationale Publiez ce que vous payez a été lancée en juin 2002 et conséquemment à ça, l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, à l'époque,
quelques mois après, lors du sommet du développement durable tenu à Johannesburg en septembre 2002, avait relayé cet écho de la société civile en disant qu'il faut une initiative internationale qui regroupe la société civile, les gouvernements, les industries extractives pour pouvoir promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur des industries extractives. Et donc, la campagne avait été lancée et les premières organisations à rejoindre cette campagne internationale, c'est bien entendu mon organisation, donc le GRAM TCE, qui est groupe de recherche alternative et de monitoring du projet pétrole Tchad-Cameroun, le ROTAB ici au Niger, des réseaux au Congo et un peu partout. On rejoint cette campagne-là et donc l'Afrique, au fil des années, a constitué et constitue le moteur de cette campagne au plan international. Et donc, dans la structure de gouvernance mondiale, progressivement, on est arrivé à se structurer et à mettre en place un comité de pilotage Afrique. Et c'est ce comité de pilotage Afrique-là qui tient ces rencontres régulièrement et qui a organisé la rencontre de Saly pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est en ce moment avec la gouvernance de la coalition au niveau mondial et la gouvernance de la coalition au niveau Afrique et quels sont les nouveaux enjeux, les défis auxquels on est en train de faire face et comment faire face à ces défis-là, comment relever ces défis. Et donc, ça a été l'objet principal de la rencontre de Saly qui a permis aux différentes coalitions, on a près d'une trentaine de coalitions africaines, donc des différents pays comme au Tchad, au Niger et un peu partout, qui constituent vraiment le noyau de la campagne internationale publiée ce que vous payez et qui a pour axe principal et qui a comme vision de faire en sorte que l'exploitation des ressources naturelles bénéficie aux citoyens des pays qui en sont richement dotés et qui sont les principaux propriétaires et qui doivent être les principaux bénéficiaires et non aux compagnies extractives ou aux multinationales qui exploitent ces ressources. Vous parlez de défis, Monsieur le Président. Vous avez eu à passer au pain fin les difficultés qu'on a sur le terrain au niveau des différents pays qui sont membres de la coalition. Publier ce que vous payez. Puisque vous parlez des ressources, on voit bien, il est clair que le continent africain regorge d'immenses ressources naturelles, mais ces ressources profitent peu aux populations. Au niveau des autorités, est-ce qu'il n'y a pas une manière ou une stratégie adéquate qu'on peut adopter pour pouvoir remédier à ces problèmes et faire en sorte que ces ressources profitent véritablement aux populations qui sont les légitimes bénéficiaires? Et vous savez, les stratégies, il n'y a pas 1000 stratégies et on ne va pas inventer la roue. Les solutions existent. Les solutions existent au niveau théorique. Les solutions existent au niveau des politiques publiques. Les solutions existent en matière de gouvernance. Mais si ces solutions ne sont pas appliquées, on va continuer à être dans cette situation-là. Et en matière de gestion, mais je vais vous expliquer. En matière de gestion d'une économie rentière, il y a deux types de politiques budgétaires. Il y a des politiques budgétaires pro-cycliques, il y a des politiques budgétaires contre-cycliques. C'est-à-dire les politiques budgétaires pro-cycliques, c'est quoi? C'est que on joue au yo-yo. C'est-à-dire quand les prix montent et qu'on a on tire beaucoup de revenus de l'exploitation du pétrole, on fait des investissements tous azimuts parce que l'argent est là, la rente est là, donc on investit, on fait une politique budgétaire expansionniste, c'est-à-dire on suit le rythme de l'évolution des prix et donc des revenus qui sont générés. Et puis, quand ça chute, on essaie de diminuer les dépenses par rapport aux moyens ou aux revenus qu'on tire. Ça, c'est pas une politique budgétaire dans l'optique de bonne gouvernance, parce qu'on suit le cycle du vent et ça, c'est pas durable. Ce qu'il faut, c'est des politiques budgétaires structurelles, c'est-à-dire on a un cap, on fixe l'horizon en matière d'investissement, en matière de dépenses sociales, en matière, et quelle que soit la conjoncture, on suit ce cap-là. Et c'est ce que les pays les plus riches et qui sont riches en ressources naturelles, comme la Norvège, ont. C'est-à-dire, ils ont une politique budgétaire contre-cyclique. Ils ne suivent pas le rythme de l'évolution des cours des matières premières au plan international. C'est ce que nos pays ne font pas. Et c'est ça qui nous amène dans cette situation qui est très difficile parce qu'il y a des règles. Si tu as une politique budgétaire
contre-cyclique, il y a des répercussions en termes d'endettement, en termes d'investissement, en termes d'équilibre budgétaire et tout ça. Et si on ne respecte pas ces règles-là, on va être dans cette situation-là. On va commencer à s'endetter et on va assister à un surendettement. Et la dette publique même va être un fardeau pour l'économie et pour les populations. Et je pense que nos gouvernements, moi, à travers mon organisation, le groupe de recherche alternative et de monitoring du projet pétrole et le réseau des organisations de la société civile au niveau du Tchad qui sont membres de la coalition tchadienne Publier ce que vous payez depuis 10 ans. Donc depuis le début de l'exploitation du pétrole, ça a été notre refrain. Ouais. En disant que les ressources naturelles sont volatiles, sont limitées, sont non renouvelables, sont nocifs à l'économie, qu'il faut tenir compte de ces éléments-là et mettre en place une politique de bonne gouvernance et pour pouvoir faire face aux chocs exogènes qui sont inévitables. Et les mécanismes institutionnels existent. Par exemple, c'est connu qu'il faut mettre en place un fonds pour les générations futures, un fonds de stabilisation des dépenses et un fonds de stérilisation pour que lorsque on est en situation de surliquidité, on utilise ce fonds de stérilisation-là pour éviter qu'il y ait une économie inflationniste. Parce que si tu mets beaucoup d'argent dans l'économie, les prix montent. Donc tu prends une partie, tu mets dans le fonds de stabilisation pour stabiliser les dépenses. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en difficulté, tu vas prendre cet argent-là pour maintenir le même niveau de dépenses. C'est ce qu'on n'a pas pu faire. Et le fonds de génération future, avec l'idée que les revenus ou tirés de l'exploitation des ressources naturelles. Les ressources naturelles sont aussi bien pour les générations présentes que futures et il ne faut pas tout utiliser. Donc, il n'y a pas mille manières. La règle d'or, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la transparence, c'est la participation citoyenne. Donc, les dirigeants, les pouvoirs publics doivent écouter ce que les citoyens disent, puisque les citoyens font partie de la nation et rendre compte de leur gestion aux populations. Il n'y a pas mille solutions. Comment vous faites sur le terrain pour faire adhérer les sociétés qui exploitent ces ressources et qui tirent des bénéfices exorbitants au détriment des populations? Que faites-vous concrètement sur le terrain pour pouvoir amener ces sociétés à comprendre un peu les soucis de ces populations? Et nous avons le cas de Araiva qui a fait beaucoup de dilatoires et le Rotab a eu à mener le combat. Mais jusque-là, la situation est un peu reluisante. Que faites-vous en réalité? Vous savez, la première responsabilité en matière de gouvernance des industries extractives incombe au gouvernement et aux plus hautes autorités de nos pays. Aussi longtemps que les dirigeants vont avoir des rapports de connivence, des rapports de complaisance et des rapports de compromission avec ces sociétés-là, les populations vont être les principales victimes parce que ce qu'on entend de la plupart des travailleurs ou des agents de ces compagnies-là, ils disent « Vous et vos dirigeants, on vous a dans nos poches. » Ça veut dire qu'on peut vous corrompre, on peut vous acheter et donc on peut faire ce qu'on veut. On a eu la chance, et c'est à l'actif des autorités de nos pays, que ces 3 ou 4 dernières années, le gouvernement et certains de ses ministres ont été très rigoureux en matière de gouvernance du secteur vis-à-vis des compagnies extractives. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Tchad a suspendu puis retiré à un moment donné les permis attribués à une compagnie extractive qui a intentionnellement fait des déversements de brut pour pouvoir polluer l'environnement. Et nous avons la chance d'être à cette rencontre avec quelqu'un, un collègue qui est du Comité technique national de surveillance et de contrôle des aspects environnementaux, qui est venu partager cette expérience-là. Il y a eu même une rencontre nationale dans ce sens au Tchad. Cette expérience avec les Nigérians. Et au niveau du Tchad, il y a toute une mobilisation et la société civile a joué son rôle en appui au gouvernement pour dire si les compagnies violent la législation, violent la réglementation, il faut les sanctionner. Et on est allé jusqu'à la Cour d'arbitrage international. C'est pour la première fois
qu'un État, d'habitude, ce sont les compagnies qui attraient les États devant cette cour, mais pour la première fois, un État attrait un investisseur devant cette cour. Donc cela est quand même quelque chose à saluer et je pense que nos dirigeants, aussi bien du Tchad, du Niger, du Cameroun, d'Afrique, dans leur ensemble, des pays riches en ressources naturelles, doivent donner l'exemple en faisant respecter la réglementation, en faisant payer les dégâts à l'environnement et en faisant respecter les droits des communautés riveraines. Et si les dirigeants ne donnent pas l'exemple, les populations vont continuer à être victimes. Je vous cite une anecdote. Au début de leur opération, certaines compagnies, et notamment la CNPC, des gens qui travaillent là, vont dans les villages, dans les communautés, se promènent avec la photo du président et de son épouse. Donc quand un chef local ou bien les organisations de la société civile ou les villageois commencent à dire qu'il faut respecter nos droits, ils brandissent la photo du couple présidentiel en disant que nous, on traite directement avec le président, on ne traite pas avec les préfets, le gouverneur ou les chefs locaux. Et un jour, dans un village dans le Logone oriental, au sud du Tchad, les villageois ont bloqué les opérations en disant aujourd'hui là vous faites venir le président. Si le président avec qui vous traitez directement là n'arrive pas, vous n'allez pas travailler ici. Donc ils ont bloqué, le gouverneur a dû appeler, envoyer le sous-préfet, tout ça, mais ils sont restés fermes. Donc très souvent on profite de la naïveté de la population et des organisations de la société civile, mais également de la faiblesse des dirigeants pour pouvoir faire tout ce qu'on veut en matière de gouvernance des industries extractives. On va parler particulièrement des industries extractives au Tchad, Monsieur le Président. C'est ce qui contribue énormément au PIB de votre pays, l'exploitation du pétrole. Votre pays, le Tchad, est donc depuis 2000-2001 producteur de ce thor noir-là. Quel est l'état des lieux au niveau de votre pays au Tchad? Bon, en termes de revenus, vous savez que ça a vraiment été une manne, comme on le dit. Parce que quelle était la situation de départ et les projections. Les projections, puisque c'est un projet qui a impliqué la Banque mondiale et une multitude d'acteurs, les projections de départ qui étaient basées sur un baril à 15 à 20 dollars disaient qu'en 25 ans, le Tchad allait avoir 1000 milliards de francs CFA, n'est-ce pas? C'était les projections. Et quand je parle de manne, la conjoncture a fait que de 2003 déjà à nos jours, donc en moins de la moitié des 25 ans, le Tchad a pu engranger plus de 6 000 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est vraiment une manne inattendue. Et l'impact, et j'ai toujours l'habitude de le dire, l'impact est mitigé. Dans un sens, donc c'est le verre à moitié plein, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. Quand je dis l'impact est mitigé, ça veut dire que grâce à l'exploitation du pétrole, grâce aux revenus tirés, aujourd'hui, il y a des infrastructures qui sont effectivement réalisées. Vous pouvez aller de la capitale à l'est, donc environ 1000 km en un jour. Vous pouvez aller de la capitale au sud profond en un jour, près de 800-900 km également. Ça, c'est un impact visible. Donc, on a pu investir dans la construction des routes. On a investi également dans l'aménagement des routes au niveau de la capitale et tout ça. Mais en tant que chercheur, mais aussi militant, je dis que cet impact est mitigé. Pourquoi? Parce que les infrastructures qui sont réalisées ne sont pas durables. L'un des arguments qui a été à l'origine de la suppression du Fonds des générations futures a consisté à dire que nous allons réaliser des infrastructures qu'on va léguer à ces générations-là. C'est pas la peine de garder de l'argent alors qu'on a des besoins. Mais ces routes-là, qui ont moins de 10 ans, sont en état de dégradation dans la capitale. Certains axes principaux qui ont été construits, bitumés en moins de 10 ans, ont commencé à se dégrader. Donc, il y a d'un côté cette volonté de réaliser des infrastructures et un début de réalisation, et de l'autre,
le fait que la qualité de ces infrastructures est sujette à caution parce que, bien sûr, la corruption est passée par là. Quand vous attribuez un grand marché de plusieurs milliards, bien sûr, il y a des commissions et tout ça. Donc, c'est ça qui a fait que, en l'absence de contrôle rigoureux, les investissements qui sont visibles, ces investissements-là ne sont pas durables. C'est pour ça que je dis que l'impact est mitigé. On a aussi construit des écoles partout. On a construit donc, par exemple, si vous prenez N'Djamena, qui a 10 arrondissements. Chaque arrondissement a un lycée, a des collèges, des centres de santé sont construits, tout ça. Mais il ne suffit pas simplement de construire des bâtiments, mais de les équiper avec un personnel qualifié et qui peut dispenser soit les soins ou l'enseignement approprié. Aujourd'hui, depuis septembre, il n'y a pas l'école. Parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Les salles de classe sont hermétiquement fermées parce qu'il y a des arriérés de salaire. Alors que si on avait une gestion prudentielle, on éviterait cela. Nous allons donc clore cet entretien. Monsieur le Président, un mot pour terminer. Nous savons que ces ressources sont épuisables. Des décennies plus tard, le Tchad n'aura plus son or noir. Et le Niger n'aura plus son uranium. Mais sur le terrain, vous dites il y a beaucoup de choses qui manquent. Un mot pour terminer en tant que président, d'abord au niveau national, publier ce que vous payez, mais surtout en tant que président du comité Afrique de pilotage de la coalition, publier ce que vous payez. Moi, mon message, c'est que les ressources naturelles, j'ai lu la constitution nigérienne, sont les ressources qui appartiennent au peuple nigérien. Même les fonds pour les générations futures. Voilà. Et le peuple nigérien est constitué des dirigeants, des dirigés, des gouvernants, des gouvernés, des citoyens également. Et donc la société civile a un rôle fondamental à jouer aux côtés du gouvernement pour lui permettre de réaliser le bien dans l'intérêt de la nation. Mais ce que j'ai pu constater, et fort heureusement au Tchad on a franchi cette étape-là, ce que j'ai pu constater, c'est que la société civile nigérienne est considérée comme l'ennemi du gouvernement. J'ai vu, on a suivi la mobilisation autour de la révision des contrats de Areva et les rapports entre l'État, entre le gouvernement et les membres de la société civile qui ont été des rapports exécrables simplement parce que des citoyens demandent que les contrats soient bien négociés, soient mieux négociés. Et ils sont classés parmi les ennemis de la nation. Et je pense que au niveau du Tchad, on a eu cela au début de la mise en œuvre du projet, mais très vite les dirigeants ont compris l'importance et le rôle de la société civile en matière de gouvernance du secteur des industries extractives. Et je pense que les autorités nigériennes ont intérêt à faire un front commun pour pouvoir réussir à obtenir des contrats à l'avantage du pays, et réussir à relever les défis en matière de gestion des impacts environnementaux et autres, parce que le gouvernement seul ne peut pas le faire. Et je voulais terminer avec une anecdote que je laisse comme un message. Vous savez, il y a quelques années, dans le cadre de nos activités, un ministre tchadien du pétrole qui venait de prendre fonction, on a demandé à aller le rencontrer et dire comment on peut travailler avec lui et tout ça. Il me dit, mais Gilbert, je vous connais, je connais le travail que vous faites pour le pays. Je connais l'importance du travail que vous faites en tant qu'organisation de la société civile. Moi, je suis un ministre de la République. Mais face aux multinationales, je n'ai pas de force. Parce que ce sont des multinationales qui ont des ressources qui dépassent plusieurs fois les ressources de mon pays. Et donc, si je suis dans une négociation ou dans un rapport avec les compagnies extractives et que j'ai la société civile derrière moi, je peux leur dire que ça, je ne peux pas accepter parce que mon opinion publique ne peut pas accepter. Ça me donne la force de négocier. C'est ça. Donc, je pense qu'on a plutôt intérêt à ce que la société civile soit associée aux côtés du gouvernement pour l'aider à obtenir davantage pour le pays. Et ce ministre-là ne s'est pas simplement limité à une déclaration. Quand il y a des revues, il associe mon organisation lors de ces revues-là. Et aujourd'hui,
grâce au travail de la société civile, que le Tchad a atteint la conformité de l'initiative de transparence dans les industries extractives, ce qui est un label pour le pays et qui lui a permis d'être éligible à l'initiative des pays pauvres très endettés. Ouais. Aujourd'hui, si au Niger, la société civile ne s'était pas mobilisée, le Niger n'allait pas être le tout premier pays à atteindre la conformité de l'ITIE. J'étais à Paris en 2011, mars 2011, lorsque le Niger a été élu comme pays conforme à l'initiative des pays pauvres, à l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et ceci a été rendu possible également grâce au rôle et à la mobilisation de la société civile, ce qui n'est pas très bien connu ou perçu, ou bien que les dirigeants refusent de comprendre. Quand la société civile, on va dans les instances internationales, on défend notre pays. Oui, les représentants de l'État qui vont, peut-être ils ne rendent pas compte, mais on va en tant que citoyen d'un pays. Oui. La société civile n'a pas de pays à part, à part nos pays. Et donc, je pense qu'il est maintenant temps que les dirigeants comprennent le rôle de la société civile, l'associent pour aider à relever les défis auxquels nos pays sont confrontés. Nous vous remercions. Je rappelle que nous avons eu comme invité ce soir Dr Maoudonodji Gilbert. Il est le coordonnateur du groupe de recherche alternative et de monitoring du projet pétrole Tchad-Cameroun. Il est aussi le président du comité de pilotage Afrique de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez, PCQ-VP. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien sur la télévision Labari. Et fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et au revoir. Merci bien. Merci à vous aussi. Voilà, merci. Bon retour. Merci.